Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet qui nous rassemble, revenons très rapidement sur le contexte et les enjeux de la fonction publique territoriale. En déclinaison du Conseil national de la refondation et au lendemain de la conférence des parties prenantes qui a été organisée par le ministre de la Transformation et de la fonction publique pour réinventer les missions et la doctrine des services publics, les solutions à construire devront porter sur trois axes majeurs. Le premier, l'employabilité. Les politiques RH doivent se concentrer sur les compétences nécessaires à l'activité d'aujourd'hui et de demain et aux facteurs de leur maintien dans l'organisation. Le deuxième axe, c'est l'attractivité. À ce titre, les perspectives offertes par la réforme de la protection sociale complémentaire visent notamment à renforcer la position des collectivités sur le marché de l'emploi. Elle apparaît comme un des facteurs prépondérants de réussite en matière d'attractivité. Enfin, dernier axe, l'enjeu de pilotage qui permet de déployer la capacité à assurer la délivrance des services d'intérêt généraux, le bon fonctionnement des collectivités et donc la performance des services et la qualité du service rendu aux usagers. De cette revue des enjeux qui dessine les contours d'une nouvelle approche de la performance RH dans la délivrance du service public pour les collectivités territoriales, nous vous soumettons aujourd'hui trois sujets d'analyse dans cette nouvelle édition du Panorama. L'analyse des évolutions des absences pour raisons de santé sur les 6 dernières années, qui nous amène à évoquer la croissance de la gravité des arrêts, l'influence de la pandémie sur les années 2020 et 2021 et les impacts du vieillissement continu de la population des agents. En deuxième point, la nature des arrêts qui entraîne un passage à demi-traitement des agents. Cette étude nous donne une cartographie du demi-traitement, déterminante notamment dans le déploiement de la protection sociale complémentaire. Et enfin, le management du risque humain dans les collectivités sous l'angle de l'innovation attendue dans des bénéfices de l'utilisation de la data. Nous sommes très heureux de pouvoir vous livrer cette étude que nous souhaitons la plus utile possible pour vous. Elle illustre notre souhait de contribuer à la réflexion et à la décision des acteurs territoriaux dans le domaine du management des risques au service de la sécurisation de la délivrance de vos missions d'intérêt général. J'attire aussi votre attention sur le fait que dans ce panorama, nous avons eu, je dirais comme chaque année, mais plus encore, de nombreux contributeurs. D'une part, David Linard, puis Gilles Averrousse, président de l'Île-de-France, Sakrine Alarbi, directeur général du Centre de gestion des Bouches-du-Rhône, Thomas Rougier, secrétaire général de l'Observatoire des finances de la gestion publique locale, Mathieu Noé, qui est le directeur général de Menti, puis Stéphane Crébenès et Benoît Le Bourneau, qui sont les cofondateurs de Holicare. Parmi ces contributeurs majeurs auprès des acteurs territoriaux, nous avons la chance et l'honneur d'en avoir deux présents aujourd'hui avec nous, qui vont assortir cette présentation de leur témoignage, et je les en remercie. Bonjour Gilles et bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour. Je propose de laisser la parole dès maintenant à Philippe Charton, directeur du développement de Sofaxis, qui va vous présenter les résultats du panorama. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel méthodologique par rapport à cette parution, ce livrable qu'on souhaite le plus utile pour vous. Donc, on revient en fait sur le périmètre de cette étude. Le périmètre de cette étude, c'est 451 000 agents de la fonction publique territoriale, des agents CNRACL, donc le collège des agents IRCANTEC contractuels n'est pas pris en compte dans cette étude. Et cette étude prend en compte à peu près 16 000 collectivités territoriales. Dans ce panel de collectivités, dans cet échantillon de collectivités, vous allez retrouver des collectivités plutôt à faible effectif. À faible effectif, quand je dis faible effectif, c'est en deçà de 350 agents, compte tenu du fait que ces collectivités sont le plus souvent, pour le plus souvent d'entre elles, assurées à titre de l'assurance statutaire. Donc, à partir de là, on peut traiter cette donnée. Les grandes collectivités qui sont moins sujettes à se couvrir sur l'assurance statutaire ne font pas partie de ce panel de collectivités. Donc, tout au long de l'analyse, on va regarder principalement trois indicateurs. Le premier, l'indicateur de gravité, c'est-à-dire combien de jours en termes d'absence pour raison de santé. La fréquence, c'est le nombre d'arrêts en tant que tel, la répétition des absences. Et le troisième indicateur qui vient compléter les deux autres pour déterminer le taux d'absentéisme,
c'est l'exposition, c'est-à-dire la population en tant que telle qui est absente, donc soit en nombre d'agents, soit en part relative d'une population. Alors, pour les plus assidus en termes de lecture de nos livrables, de nos études, c'est un schéma que vous connaissez. Ce sont les évolutions des trois indicateurs que je viens de vous citer, la gravité, l'exposition, la fréquence, et la résultante, le taux d'absentéisme. Ces évolutions sont comptabilisées sur les 6 derniers exercices avec une base 100 en 2016. Et donc, ce que l'on peut percevoir sur ce graphique, dans un premier temps, c'est que le taux d'absentéisme, la droite que vous voyez orange, évolue sur la période, donc de 2016 à 2021, de l'ordre de 6%. On passe de 100 à 106. On perçoit que ce taux d'absentéisme progresse de façon, somme toute, assez constante. Pour autant, les indicateurs qui composent ce taux d'absentéisme, eux, ont une évolution erratique. C'est notamment le cas de l'exposition de la fréquence. À partir de 2018, donc à partir de la mise en œuvre du jour de carence, on voit que la fréquence et l'exposition ont fortement baissé. Cet effet de la mise en œuvre du jour de carence, c'est quoi en fait, hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins d'agents ont généré moins d'arrêts en termes d'absentéisme pour raison de santé. Donc ça, c'est un fait, hein, c'est statistique, hein, on le sait, c'est connu depuis quelques années, et cette diminution en termes d'arrêt et en termes d'exposition des populations a provoqué en fait une hausse technique de la durée moyenne des arrêts, puisque, entre guillemets, les arrêts perdus suite à la mise en œuvre du jour de carence étaient des arrêts courts, et donc quand vous recalculez la moyenne des arrêts restants, nécessairement, vous avez un pic de la moyenne, un pic de la gravité, c'est ce qu'on appelle de la gravité technique. Pour autant, au-delà de ce jour, de l'impact de ce jour de carence, vous percevez une augmentation très régulière de la gravité. Et là, c'est un des grands enseignements de cette analyse. La gravité, hors effet jour de carence, progresse sur les dernières années et progresse de façon très importante. On passe de 100 en 2016 à 137 en 2021, toute nature de risque confondue, c'est-à-dire en MO, en maladie grave, en accident de travail, en maternité. Donc cette augmentation de la gravité, c'est ce qui va drainer mon discours sur cette partie chiffrée. Alors, pour poser le taux en tant que tel, il s'agit de donner une référence. C'est pas le taux entre guillemets d'absentéisme qui se veut la référence totale du marché ou d'une méthodologie. C'est une méthodologie qu'on propose. Pour autant, on l'a appliquée sur l'ensemble des années, donc nos tendances sont certaines à partir de ce calcul du taux d'absentéisme. Et on s'aperçoit quoi sur cette évolution du taux d'absentéisme? C'est que sur les 2 dernières années, l'absentéisme croît de façon très faible. On passe de 9,5 en 2020 à 9,6 en 2021. Et cette croissance de 0,1% est directement liée à l'augmentation de la maladie ordinaire. La maladie ordinaire qui représente la majorité des arrêts en termes d'absentéisme pour raison de santé dans la fonction publique territoriale. Dans notre échantillon, on calcule que 82% des arrêts sont des arrêts pour maladie ordinaire. Et ça représente un nombre de 75, une part de 75% en termes d'agents absents qui s'absentent pour maladie ordinaire. Donc un taux d'absentéisme qui progresse de façon très limitée, mais fortement, entre guillemets, corrélé à cette augmentation de la maladie ordinaire. Alors,
Quand on parle de gravité et qu'on essaye de chiffrer cette gravité, on calcule donc la durée moyenne des arrêts. La durée moyenne des arrêts, toute absence, toute nature d'absence confondue, en 2021, c'est 51 jours. En 2020, c'était 49 jours. En 2019, c'était 47 jours. Sur les 3 derniers exercices, on a pris 2 jours de gravité en moyenne, toute nature d'absence confondue. Donc là, quand on parle de tendance lourde, c'en est une, et cette moyenne provoque en fait une variation assez importante au niveau des effectifs des collectivités locales. 9,6, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un agent sur 10 est absent pour raison de santé tout au long de l'année dans les collectivités locales observées. Concernant l'évolution en tant que telle de cette gravité, donc l'évolution en tant que telle de la durée des absences, là aussi, cette gravité est fortement drainée par la croissance de la maladie ordinaire. Vous voyez que l'évolution de la gravité en maladie ordinaire, on passe de 100 à 157 sur la période étudiée, donc sur les 6 derniers exercices, 57% d'augmentation sur la maladie ordinaire. On voit que l'accident de travail progresse aussi en termes de durée d'absence, avec un phénomène de 2020 où globalement il y a eu moins d'accidents de travail pendant les périodes de confinement. On a perdu des petits arrêts et là aussi, quand on a recalculé la gravité, ça a fait une augmentation technique de la moyenne des accidents de travail. Pour autant, sur la totalité de la période, les accidents de travail prennent une augmentation en termes de durée de 21%. Longue maladie, 6%, maternité atone, naturellement, du fait de l'indemnisation statutaire, les maternités sont toujours indemnisées de la même façon. En termes de fréquence, le deuxième indicateur, autre point saillant de l'analyse, il y a moins d'arrêts. Donc là aussi, hein, c'est une réflexion de fond. Si les employeurs territoriaux n'avaient pas engagé des moyens pour limiter la sinistralité, pour accompagner leurs agents dans leur travail, dans la santé au travail, eh bien, on pourrait avoir une fréquence qui augmente. Ce n'est pas le cas. La fréquence baisse. On passe de 58 arrêts en 2020 à 56 arrêts. Donc, un phénomène de baisse, moins d'arrêts constatés pour 100 agents employés. Et ça, cette évolution-là, c'est bien au-delà du jour de la période du jour de carence, de mise en œuvre du jour de carence. On le voit, après 2018, on voit une fréquence qui est en déclin petit à petit, notamment sur la longue maladie longue durée, sur la maladie grave. On voit qu'il y a de moins en moins d'arrêts. Cette même observation se fait aussi sur l'exposition. On passe de 41% en 2020 à 40% la part des agents absents au moins une fois en 2021. Et cette déclinaison de l'exposition, cette évolution par contre, excusez-moi, de l'exposition, elle a le même profil que la fréquence. On sent qu'il y a les mêmes actions engagées par les employeurs territoriaux, par l'accompagnement des CDG, etc., sont porteurs en fait des mêmes effets, tant au niveau de la fréquence que de l'exposition. Dernier point sur lequel je voulais revenir, on nous pose souvent la question sur la période Covid. Sur la période Covid, ce qu'on peut donner comme avis sur cette période Covid, je rappelle qu'on ne connaît pas la pathologie. Hein, nous travaillons sur le risque statutaire. Nous n'avons pas une information précise sur la pathologie des agents, mais sur la fréquence des arrêts, sur la gravité des arrêts. Et donc, par rapport à ça, ce qu'on vous propose comme analyse, c'est de comparer
l'année 2019 que vous trouvez en vert, à l'année 2021 que vous trouvez en bordeaux. Et ces histogrammes-là représentent le nombre d'arrêts survenus en maladie ordinaire. Et vous voyez que le profil de 2021 se rapproche du profil de 2019. A contrario, vous avez ce qui s'est passé en termes d'arrêts survenus en maladie ordinaire en 2020 avec cette droite orange. Et en fait, vous voyez que pendant les périodes de confinement, il y a eu des comportements erratiques en termes de nombre d'arrêts survenus en maladie ordinaire, notamment en avril 2020, où vous voyez que la courbe plonge. Et ça, ce qu'on peut en déduire, c'est que le profil 2019 étant comparable à celui de 2021, la période Covid, les impacts organisationnels du travail pendant la période Covid sont derrière nous et on retrouve en 2021 un profil comparable à 2019 en termes de maladies ordinaires. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Covid et la maladie ordinaire. C'est un peu moins vrai sur l'accident de travail parce que quand on fait le même schéma, la même projection sur l'accident de travail, ben, on s'aperçoit que certes, là, le comportement erratique de 2020 était encore plus marqué sur l'accident de travail, hein, notamment du fait des périodes de confinement où les agents ne se déplaçaient plus, donc n'avaient plus d'accident de trajet, qui est une grande partie de l'accidentologie au travail. Donc, notamment en avril, vous voyez la courbe qui plonge là aussi. Pour autant, l'accident de travail en 2021 se rapproche de 2019, mais pas tout à fait. Et on a quand même des décalages significatifs. Est-ce que les modes organisationnels, peut-être des enseignements, ont été pris pendant la période de Covid et ça a un impact sur l'accidentologie en tant que telle concernant ces statistiques accidents de travail. Donc ça, c'est un phénomène qu'on pourra observer l'année prochaine pour voir si ça se consolide en tant que tel. Vincent ? Merci Philippe. Finalement, en synthèse, en 4 points, hein, ce qu'on peut retenir, c'est une stabilité du taux d'absentéisme qui comporte 2 vérités qui s'opposent. La première, c'est le vieillissement, c'est-à-dire l'accroissement de la gravité des arrêts, quelles que soient les causes, d'ailleurs, liées principalement au vieillissement de la population des agents. Ça, c'est un premier point. Et en même temps, des éléments qui sont assez intéressants et encourageants sur lesquels il faudra sans doute capitaliser, c'est qu'on constate un maintien de la diminution de la fréquence et d'exposition, c'est-à-dire moins d'absence concernant moins d'agents, mais sur des durées plus longues. Ça, c'est un sujet sur lequel il faudra construire. Puis, le troisième point sur lequel je voulais revenir, c'est ce sujet de l'accident du travail, où effectivement, on voit que autant sur la maladie ordinaire, les arrêts, on retrouve les profils d'avant la période Covid, autant sur l'accident du travail, ce n'est pas le cas. Et il faudrait quand même se poser la question de savoir si on n'est pas dans une nouvelle organisation du travail, un nouveau mode d'organisation qui pourrait produire des impacts vertueux sur cette dimension de l'accident du travail. Cela étant, et je me tourne vers vous, Gilles, je voulais revenir sur le premier point qui concerne cet accroissement continu de la gravité lié au vieillissement. Et je voulais savoir, quels pour vous sont les enjeux du maire employeur dans la gestion des ressources humaines face au vieillissement des effectifs? Alors, c'est une problématique essentielle aujourd'hui dans la gestion de nos effectifs, c'est qu'effectivement, et ça nous distingue du secteur privé, on a dans la fonction publique des agents qui sont plus âgés. Et 45%, c'est fréquent, de nos effectifs ont plus de 50 ans. Et vous le disiez tout à l'heure, c'est pas parce qu'ils ont plus de 50 ans qu'ils seront plus souvent absents, mais ils seront plus longuement absents. Et ça nous oblige parce que derrière, si on met pas en place une politique spécifique de prévention, d'adaptation des postes de travail, pour essayer d'anticiper ces accidents du travail et donc de réduire au maximum les absences, c'est derrière nous une dégradation de la qualité du service public offert à nos concitoyens. On sait que ces absences, elles sont rarement remplacées, même si elles se prolongent. C'est toujours difficile pour un employeur de trouver quelqu'un qui va remplacer sur son poste un agent. Et puis, c'est un coût financier important à une période où
les charges des collectivités augmentent et où la masse salariale doit être maîtrisée le mieux possible. Donc il y a un vrai enjeu financier, mais il y a aussi un enjeu de qualité du service public rendu, donc une obligation pour les collectivités de prendre en considération ce vieillissement et de mettre en place, en lien avec les partenaires sociaux, des dispositifs d'accompagnement, je veux dire de détection, de prévention et d'accompagnement du vieillissement de nos effectifs. Merci, merci Gilles. Ce sont donc des points absolument clés. On voit que ça nécessite du pilotage, de la prévention, de l'attention face à une évolution qui somme toute aujourd'hui, si on ne résout pas le problème de l'attractivité et de l'entrée de nouvelles personnes au sein de la fonction publique territoriale, va continuer à se poser. Voilà, ça c'était cette première partie qu'on souhaitait partager avec vous. Et maintenant, on va passer sur une deuxième qui est une partie inédite, où dans le contexte de ces réflexions en cours sur, enfin c'est plus que ces réflexions, ces réformes en cours sur la protection sociale complémentaire des fonctions publiques, on s'est attaché à regarder ce qu'il en était du passage à demi-traitement, c'est-à-dire ce moment où en cumul, les absences des agents font que leur traitement est divisé par deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les populations concernées? Quelles sont les évolutions sur ce sujet-là? Et à ce titre-là, je vais laisser Philippe nous exposer les résultats de notre étude. Donc, une étude inédite qui nous a été, entre guillemets, demandée au travers de nos différentes relations lorsque l'on déploie un contrat de protection sociale complémentaire, un contrat collectif prévoyance, eh bien, vous êtes confronté à des agents de la fonction publique territoriale, à 75% des agents C. Et c'est vrai qu'on a besoin de redonner du sens à cette notion de demi-traitement, parce que souvent, l'agent se pense couvert de la part, au travers de son statut, et n'a pas conscience que ce passage à demi-traitement qui est entre guillemets peut-être facile entre guillemets à être passé pour des raisons de santé par l'agent a un impact très important en termes de pouvoir d'achat. Une population d'agencés en fin de carrière, c'est 1800 € net. Donc un demi-traitement, on imagine tout de suite ce que ça peut donner en termes de choc sur le pouvoir d'achat d'un agent. Et donc cette couverture en termes de maintien de salaire est une couverture vraiment importante et nécessaire. Alors, comme le disait Vincent, hein, cette étude qui est inédite, elle a aussi vocation à donner un peu de matière à l'ensemble de l'écosystème territorial parce qu'on voit assez peu de données sur ce demi-traitement, sur la prévoyance en général. Et donc, ce que l'on a fait, c'est on a pris notre échantillon de 450 000 agents et on a regardé, en fait, tout bêtement, quand est-ce qu'ils passaient à demi-traitement. On a mis de côté le fait qu'ils soient assurés ou pas, c'est pas notre sujet. On regarde simplement leur comportement en termes d'absentéisme pour raison de santé et en appliquant les règles statutaires, on sait à partir de quand ils passent à demi-traitement. Et donc cette cartographie-là qu'on vous présente, c'est quoi? C'est les agents, une population d'agents qui est à demi-traitement, quelle est l'origine de ce demi-traitement. Et on s'aperçoit quoi? De choses assez étonnantes dans un premier temps, c'est que la longue maladie et la longue durée, donc ce qu'on appelle la maladie grave, 16% plus 35% fait 51%. Sous-entendu, la maladie grave ne représente que 51% du passage à demi-traitement. Pour nous, ça a été quand même une surprise. Nous pensions que la maladie grave avait une part beaucoup plus importante dans ce passage à demi-traitement. Donc, 51 versus 49% pour la maladie ordinaire, donc une part assez forte d'agents qui passent à demi-traitement parce qu'ils dépassent les 90 jours d'absence en maladie ordinaire. Et quand on essaye de décortiquer cette maladie ordinaire, on s'aperçoit qu'il y a de la fréquence. La fréquence, sous-entendu que le passage à demi-traitement ne se fait pas qu'avec un seul arrêt, mais bien en application de la règle du cumul des arrêts sur 365 jours. Et au même titre que j'évoquais tout à l'heure le fait
qu'il fallait informer l'agent qu'il n'était que le statut en tant que tel ne le prémunissait pas de ce passage à demi-traitement, mais là aussi, le fait que le demi-traitement peut être issu d'un cumul sur 365 jours des arrêts en maladie ordinaire. Là aussi, c'est quelque chose qui est méconnu par l'agent, et par rapport à ça, toutes les populations des agents sont susceptibles de passer à demi-traitement. Un pépin de santé pour quelqu'un qui fait du sport, je pense notamment à des sapeurs-pompiers pros qui font régulièrement du sport en caserne, mais à titre personnel, pour 1 sur 2, ils font du sport. Et cette même population, si vous regardez, 1 sur 2 font du sport en compétition, avec une fréquence d'entraînement de plus d'un entraînement par semaine. Donc on peut imaginer que cette population-là, à titre personnel, est un pépin de santé, une fracture, etc. Que ce pépin a un impact fort sur leur absentéisme dans leur entité professionnelle, et pour peu qu'ils aient eu des pathologies somme toute assez bénignes avant, eh ben, on est dans le cadre du passage à demi-traitement. Et cette population-là, hein, pour aller tout au bout de mon exemple, elle a souvent moins de 40 ans. Donc, on voit que l'aspect âge, qui, entre guillemets, dans les esprits, est prédominant dans le choix de la couverture, en fait, ne l'est pas. Il faut que tous les agents, quel que soit leur âge, se couvrent sur ce risque de passage à demi-traitement. Et c'est ce qui est confirmé par cet approfondissement de l'analyse, où là, on a regardé par nature de risque la répartition par tranche d'âge. Et on s'aperçoit que sur une population qui passe de moins de 40 ans, qui passe à demi-traitement, on s'aperçoit que la maladie ordinaire, les strates les plus représentées sont les strates de moins de 40 ans. Donc ça, c'est un enseignement fort, et ça prône là aussi vers des messages un peu différents vis-à-vis des agents pour une couverture beaucoup plus large. Globalement, je vais aller plus vite sur le demi-traitement, mais globalement, le demi-traitement subit l'impact de la gravité, et notamment au titre de l'indemnisation globale, il y a un demi-traitement qui progresse sur les 6 derniers exercices de 13%. Donc là aussi, très significatif, un demi-traitement qui progresse, avec notamment une maladie grave, hein, donc la longue maladie et la longue durée, qui, malgré un nombre d'arrêts moindre d'année en année, le poids de la gravité fait qu'il y a quand même une progression du demi-traitement en maladie grave. Et idem pour le demi-traitement constaté en maladie ordinaire, où vous avez en visuel la répartition des arrêts en maladie ordinaire selon leur durée, et les bâtonnets du haut de chaque histogramme représentent les absences à plus de 91 jours, donc les bâtonnets orange et les bâtonnets pourpre. Et vous voyez que tant au niveau de la répartition des arrêts que de la répartition des jours, hein, donc ce que ça vaut en jours, vous voyez une croissance manifeste à partir du moment où les absences pour raison de santé en maladie ordinaire passent les 90 jours. En 2021, ça représentait 9%, ces 90 jours jusqu'à 365 jours. Ça représentait 9% en 2021, et ça représentait plus de 50% des jours d'arrêt en maladie ordinaire, alors qu'en début de période, ce 9% n'était que de 3% en 2016, et les 50% en 2021 n'étaient que de 30% en début de période d'analyse. Donc là, une autre visualisation du poids de la maladie ordinaire, pour autant une dégradation forte pondérée par la gravité. Merci Philippe. Alors je relaye quelques demandes que je vois sur le chat. Est-ce que tu peux essayer d'enlever faire masquer sur la petite barre qui est en bas? Effectivement, on a perdu quelques points qui concernaient les légendes. Donc je vous engage à
regarder le document complet qui vous sera, sur lequel vous aurez un lien pour vous connecter. Merci. Alors, le demi-traitement, c'est quand même quelque chose, c'est ce moment-là où est se posait la problématique du pouvoir d'achat, hein, des agents. Et ce qu'on a voulu, c'est redonner un certain nombre de points de repère par rapport à ça. Le premier, il est évident, hein, c'est que plus les arrêts durent, plus ce sujet du demi-traitement devient fort. Ça, c'est une évidence, je dirais que c'est presque mécanique. Cela étant, ce qu'on a souhaité vous montrer aussi, c'est que ça ne se limite pas aux maladies graves. Et que ce passage à demi-traitement, ce n'est pas qu'un sujet de gravité de maladie, c'est gravité des arrêts, les arrêts durent plus longtemps, mais ce n'est pas que la maladie grave. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième, c'est que ça ne touche pas une certaine tranche d'âge, ça touche tous les âges, et notamment sur la maladie ordinaire, ça touche les agents de moins de 40 ans. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que cette réflexion en cours sur la réforme de la PSC, elle est absolument clé, notamment sur la partie de la prévoyance. Et je me tourne vers vous, Gilles. Quels sont pour vous les enjeux du meilleur employeur sur cette réforme de la protection sociale complémentaire? Voilà, la situation aujourd'hui, elle est claire, c'est qu'il y a trop peu de nos agents qui bénéficient d'une protection sociale complémentaire. Il y a surtout une inéquité en fait en fonction de la collectivité dans laquelle vous allez travailler. Si vous êtes dans une petite commune, il y a peu de chances qu'il y ait une protection sociale qui soit mise en place, tant pour la prévoyance que pour la santé. On peut d'ailleurs saluer l'initiative qui a été prise à l'époque par Amélie de Montchalin, qui, ministre de la fonction publique, a souhaité mettre en place d'ailleurs le dispositif et le généraliser à l'État et par extension, bien évidemment, l'ouvrir aux autres fonctions publiques, dont la fonction publique territoriale. Aujourd'hui, les objectifs sont donnés à horizon 2025 et 2026. L'enjeu pour les employeurs, c'est de pouvoir discuter avec les organisations syndicales pour une mise en œuvre de ces prestations sur la prévoyance et sur la santé de manière échelonnée, vraisemblablement, parce qu'il y a quand même un enjeu financier derrière et un impact budgétaire important. Mais je pense un enjeu qui va aller plus vite que ce qu'on aurait pu imaginer. Pourquoi? Parce que c'est aussi un outil d'attractivité et que quand vous recrutez du personnel, aujourd'hui, il est plus rare qu'au jury d'embauche, la question soit posée par l'agent de savoir quelles sont les participations de la ville, de l'intercommunalité, du département, de la région au contrat santé et au contrat prévoyance. La santé, j'allais dire, c'est pas forcément le sujet fondamental, puisque l'essentiel de nos agents avaient une mutuelle santé, soit prise spontanément, parce que là, le risque est identifié, soit par extension d'une couverture d'un conjoint. Sur la prévoyance, et l'étude que vous avez réalisée là, nous l'a montré très clairement, c'est-à-dire que aujourd'hui, les arrêts ont tendance à se rallonger, le passage en demi-traitement à être vraiment problématique, surtout dans un environnement et un contexte qu'on connaît aujourd'hui, inflationniste, avec un coût de la vie qui augmente, et donc une mise en difficulté de nos agents et par répercussion du fonctionnement de la collectivité. Donc il y a un vrai sujet de déploiement, et je crois que c'est là-dessus qu'il faut qu'on axe la communication et l'offre de participation des collectivités, c'est sur la prévoyance. Je voudrais saluer aussi le travail qui est fait par aujourd'hui Emmanuel Rousset, qui, au nom des employeurs, discute avec les organisations syndicales. C'est quelque chose de nouveau, hein. C'est la première fois qu'il y a un sujet qui est porté conjointement par les représentants des employeurs et par les représentants nationaux des organisations syndicales. Et on travaille ensemble à définir pour pouvoir modifier éventuellement les conditions du décret qui est en application, quelles sont les garanties minimales, quelles vont être les prestations offertes aux agents, évoquer les sujets de convention, de labellisation, de contrat de groupe. Enfin, voilà. Il y a un vrai travail qui est fait à l'échelle des représentants des employeurs et des organisations syndicales qui aboutira dans l'année 2023 et qui permettra d'améliorer encore les choses. Voilà, mais c'est un enjeu vraiment essentiel pour les employeurs de pouvoir offrir désormais à leurs agents une couverture santé, mais je vais dire aussi et avant tout une couverture prévoyance qui leur permette de traverser au mieux, ça n'empêchera pas les conséquences de la maladie, mais au moins de ne pas souffrir d'une baisse de revenus qui, quand on l'a subie, est vraiment pénalisante pour les agents concernés. Merci Gilles. Je vous propose qu'on aborde maintenant la troisième partie de notre programme qui concerne à la fois le management des risques sur la performance RH et du coup l'importance de la data dans ce management des risques. Et pour ce faire, je laisse la parole à Philippe.
Merci Vincent. Donc une dernière partie abordant la donnée RH. La donnée RH, naturellement, dans une vision, euh, dans une vision utile pour le management des risques. Le sujet que l'on souhaite aborder, au-delà des différents constats que nous avons pu faire, tant sur l'aspect tendanciel de l'absentéisme pour raison de santé que de ces données sur le demi-traitement, c'est que cet ensemble n'est pas inéluctable. On a des moyens d'agir et pour ce faire, le management des risques propose un modèle qui doit s'appuyer sur des données RH où vous allez retrouver en fait la capacité, à partir du moment où vous analysez vos environnements, pratiquer une évaluation du risque. Cette évaluation du risque permet l'anticipation et de mettre en place des dispositifs de prévention, d'atténuation du risque et en dernier lieu de réagir, de limiter l'impact, sous-entendu de transférer le risque ou même de l'indemniser. Mais pour ce faire, hein, ce modèle de management des risques, il repose sur la donnée RH. Et là, sans vouloir prétendre à un idéal utopique, hein, tant au niveau des collectivités locales que des entreprises privées, on doit aborder des principes de traitement et de gouvernance de la donnée pour réellement mettre en œuvre un dispositif de management des risques. Et il y a 4 grands principes sur lesquels on doit passer un peu de temps avant de passer au management des risques. C'est notamment le principe de disponibilité de la donnée, c'est-à-dire la capacité de produire une donnée sans réinvestir en permanence sur la capacité de collecte. Hein. Donc l'investissement ponctuel pour aller chercher une donnée, c'est quelque chose qui contrarie les dispositifs de collecte. Le deuxième principe, c'est le principe de qualité et de partage. Une donnée doit être qualifiée, on doit savoir ce à quoi elle se rapporte, et surtout, elle doit être partagée. Vous n'êtes pas sans savoir, hein, vous avez tous eu des réunions avec vos équipes ou entre différentes entités, où semblant parler de la même chose, on n'avait pas les mêmes indicateurs. Donc ça, ce principe de qualité et de partage, il est vraiment inhérent à un dispositif efficace. Les deux derniers principes sont plutôt des principes qui résultent des deux premiers. Notamment à partir du moment où vous avez identifié la donnée et qu'elle est qualifiée, il faut en déterminer l'utilité. Se noyer sous un big data peut vraiment annihiler la performance de certains services. Donc déterminer l'utilité de la data et choisir des indicateurs servant à l'objectif initial. Dernier principe, une fois que entre guillemets, on a tout ça, c'est réellement mettre en œuvre la capacité de se décider. C'est bien d'avoir des alertes, c'est bien d'avoir des indicateurs. Encore faut-il avoir le schéma décisionnel pour mettre en œuvre les différents plans d'action issus de ces alertes. Au-delà de ces principes, hein, on a voulu aussi travailler sur les pistes et bénéfices à envisager dans le domaine du risque humain par cette utilisation de la donnée, avec l'illustration proposée par Mathieu, directeur général de Menti. Merci Philippe. Effectivement, donc aujourd'hui, on a beaucoup d'usages, on parle beaucoup de données. Donc, quels sont aujourd'hui les bénéfices que peuvent attendre les collectivités de l'usage des données RH dans le domaine du management des risques? Donc, 3 exemples très rapides. Premièrement, évidemment, le fait de pouvoir suivre en temps réel les informations, ces données RH. Donc, tous les indicateurs de risque dont a parlé Philippe, la fréquence, l'exposition, la gravité, mais aussi d'autres informations, la masse salariale, les heures supplémentaires, ce genre de choses. Également, dans la partie temps réel, on peut citer les alertes, le fait de, dès qu'un risque apparaît, dès qu'un risque s'accroît, dès qu'un indicateur dépasse un seuil critique, d'être alerté directement de manière proactive pour pouvoir réagir.
En plus du temps réel, on a toute la partie prédictive, c'est-à-dire pouvoir anticiper à court terme, 2 semaines, 1 mois, par exemple les absences au sein d'un service public critique, pour être sûr de pouvoir prendre les bonnes mesures pour éviter une interruption de service. Enfin, le dernier aspect, un aspect prospectif à plus long terme, où là, on va être vraiment dans la construction de scénarios en se basant sur des données historiques pour pouvoir construire une stratégie et anticiper les évolutions futures. Aujourd'hui, pour que ces bénéfices-là se réalisent, qu'est-ce qui limite les collectivités dans l'utilisation de leurs données RH? Donc, on a plusieurs types d'obstacles. Premièrement, un obstacle technique. Les outils métiers, aujourd'hui, ne sont pas vraiment dédiés à l'analyse de données. On a rarement des possibilités d'interfaçage et rarement également des fonctions d'export et de requêtage. Et ces outils, les outils historiques, sont en général dédiés à des experts et plutôt complexes à utiliser pour des décideurs publics. En plus de l'obstacle technique, on va avoir un obstacle lié aux compétences. Les profils, les personnes capables de manipuler des données sont des profils qui sont rares, qui sont chers, difficiles d'accès pour une collectivité. D'ailleurs, même pour les grandes boîtes technologiques américaines, c'est des profils qui sont difficiles d'accès. On a également, sur le volet compétences, même en supposant que la collectivité ait accès à un profil de type data scientist, le problème de partage de compétences, de savoir partager, qui est assez classique dans le déploiement de projets technologiques, à savoir que l'expertise métier ne communique pas toujours très bien avec l'expertise technique et que on a un enjeu, on va dire, de désilotation des savoirs. Le dernier obstacle, qui est un obstacle culturel, on va dire, au sein des collectivités, les silos de données sont encore très présents. On a des développements qui sont faits vraiment service par service. La donnée est parfois encore vue comme un enjeu de pouvoir, comme quelque chose qu'il faut garder pour soi et surtout pas partager. Enfin, sur le volet culturel, on a des régulations qui apparaissent, comme le RGPD, qui parfois sont interprétées de manière à empêcher tout traitement de données. Or, le RGPD, évidemment, n'empêche pas la collectivité de traiter ces données. Il encadre un certain nombre de pratiques. Et on peut citer, par exemple, l'article 6, qui est une base légale de traitement, qui est l'intérêt public. Donc, la collectivité peut dire, dans l'intérêt public, j'effectue ce traitement de données, même s'il s'agit de données personnelles. Donc, on a l'obstacle technique, l'obstacle de compétences et l'obstacle culturel. Maintenant, comment peut-on faire pour dépasser ces obstacles et quels sont les outils à disposition des collectivités locales qui peuvent leur permettre d'aller plus loin? Donc, on a plusieurs niveaux en fonction de la maturité de la collectivité pour manipuler ces données, notamment RH. On va avoir le premier niveau, on va dire que quasiment toutes les collectivités mettent en place avec des outils basiques de manipulation et de visualisation des informations. Donc ça nécessite une alimentation et une mise à jour manuelle. Comme je le disais, le principe de disponibilité n'est pas respecté, mais c'est une première étape. On va être sur des outils type Excel, de tableur, ou potentiellement des outils open source de visualisation. Le deuxième niveau, qui va être des outils qui vont être mis à jour automatiquement, connectés aux sources de données de la collectivité, où là, le principe de disponibilité va être respecté et qui vont permettre de démarrer on va dire, un partage d'informations et un vrai pilotage. Donc là, on va avoir des choses comme la plateforme anti-décision ou des outils historiques type Business Object avec de l'automatisation. Enfin, dans une dernière étape, on peut ajouter des modules et construire quelque chose de vraiment modulaire. Ça nécessite d'avoir des compétences assez avancées, plutôt à destination des grosses collectivités qui peuvent faire les bons choix en matière d'architecture, en matière d'achat et qui ensuite sont capables de maintenir dans la durée ce genre d'infrastructure qui reste assez lourde et hors de portée pour un certain nombre de collectivités. En conclusion, donc l'idée est vraiment de permettre aux collectivités de réaliser cette gestion des risques à partir des données avec des alertes en temps réel, une vision prédictive à court terme et une vision prospective à long terme, afin de les aider à mieux anticiper et réduire les risques. Merci Mathieu, merci Philippe. On est au bout de ce webinaire. Alors, Gilles Averrousse a dû nous quitter parce qu'on était sur un timing très serré et il s'en excuse auprès de vous. Il aurait, s'il était là, rebondi sur ce sujet de la data et notamment dans la continuité, dans la poursuite, au service d'un certain nombre d'enjeux. Ce qu'il voulait citer, c'était notamment les enjeux de mobilité sur ces carrières longues et donc sur les plus de 50 ans. Sur comment on gère aussi la compatibilité vie perso, vie pro et en quoi les data peuvent nous aider à ça.
et l'accompagnement des agents dans la poursuite de la digitalisation, parce que qui dit data, digitalisation de l'ensemble de nos pratiques. Voilà, donc 3 quarts d'heure, c'est très très court pour vous exposer tout ce qu'on souhaitait vous dire sur ce nouvel opus du panorama. J'espère que ça vous a apporté déjà un certain nombre d'informations et aussi et surtout que ça vous a donné envie de vous plonger plus dans notre étude. Bien évidemment, nous sommes à votre entière disposition par tous les canaux que vous le souhaitez pour continuer à échanger avec vous sur ces sujets-là. Nous, notre objectif, notre mission, c'est de faire en sorte que collectivement, on comprenne mieux les grands enjeux en ce qui concerne la performance des ressources humaines des fonctions publiques territoriales et notamment comment on peut faire pour maîtriser et améliorer ce risque. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci. Merci à vous. Au revoir.